Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzaned. Au sommaire de cette édition, un nouveau chapitre de la captation des ressources publiques au profit d'intérêts particuliers vient de s'ouvrir avec le secteur des sociétés de jeux d'argent. À la tête de cette mafia, le secrétaire général du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, Réveria Ndikouli. Des élèves dont le nombre n'est toujours pas connu sont morts suite à l'éboulement d'une colline au moment où ils fabriquaient des briques dans le cadre d'un camp de travail forcé initié par les responsables de leur commune d'origine, à savoir Guichouri. 3 sont morcelés sur le champ, tandis que d'autres étaient toujours ensevelis jusqu'à 16 heures. Vous le suivrez dans ce journal. Dans ce journal, nous reviendrons également sur l'impasse dans laquelle se trouvent les abonnés de l'Umitel, qui ont de plus en plus du mal à avoir une connexion Internet. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir chez vous, mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Bonsoir, débutons notre journal par la page sécuritaire pour vous parler de la découverte macabre ce mardi matin d'un corps ligoté et crucifié sur des bouts de bois. Cela s'est passé en zone Kayogoro de la commune Makamba, nous sommes en province Burunga. La victime est un homme âgé nommé Yaled Kabura et travaillait comme réparateur de vélos au marché de Kayogoro. La dépouille gisait devant l'entrée de l'église catholique de la place et les bourreaux et les mobiles de ce crime ne sont toujours pas connus. Sécurité toujours, un éboulement survenu ce matin sur la colline Mugozi, zone Gahé, commune d'Ichoubi en province d'Itega, a fait plusieurs victimes, dont 3 élèves morts sur le champ. Ces élèves avaient été forcés de se présenter sur ce site pour y fabriquer des briques, une activité organisée par les autorités communales. Jusqu'à 16 heures, les recherches étaient toujours en cours pour déterrer d'autres enfants ensevelis. Quant aux parents, ils sont dans une désolation totale, car ils ne savent pas qui va en assumer la responsabilité. Nous y reviendrons dans nos éditions ultérieures. Parlons à présent médias, où plusieurs lois, dont la Constitution du Burundi ainsi que le code pénal, ont été violées par les autorités qui ont autorisé l'ouverture de la radio Rondela FM appartenant à la société Bimenye Burundi Communication Center. C'est ce qu'a déclaré le journaliste et enseignant d'université, le professeur Athanase Karayenga, lors de l'émission Ijamboni Gwawe de la RPA diffusée dimanche dernier. Selon lui, différentes institutions, notamment le ministère chargé de la communication et des médias, ainsi que les autorités judiciaires, devraient répondre de cette décision suivie. bemeye yuko yitwa Rondela FM yugururwa mu by'ukuri bahonyanze amategeko menshi, bahonyanze amategeko ari muri constitution y'ubwirizwa shingiro, bahonyanze amategeko ari muri mu Gifaransa bita la loi spécifique régissant la presse au Burundi, bahonyanze ivyerekeye la déontologie des médias, bahonyanze. Des personnes qui ont autorisé l'ouverture de la radio Rondela FM ont violé de nombreuses lois. Ils ont enfreint les dispositions de la Constitution, la loi spécifique et régissant la presse au Burundi, les règles de déontologie des médias, les valeurs morales qui doivent guider les médias ainsi que le code pénal. Diffamer ou calomnier une personne constitue une infraction punissable par la loi. Cette radio diffuse des contenus insultant une partie des Burundais, en particulier les Tutsis. Un tel média ne peut pas agir de cette manière sans le soutien des autorités. Si l'État ne protégeait pas Rondela FM, la radio aurait été suspendue dès son premier jour d'émission et son responsable d'État aurait été interpellé. Que la population ne cède pas à la peur ni à penser que ceux qui propagent ces discours ont déjà remporté la bataille. La radio Rondela FM n'est pas un cas isolé. Il y a d'autres personnes qui diffusent également des propos injurieux
visant aussi bien les Tutsis que les Hutus. Les premières institutions qui devraient agir sont le ministère de la Communication, le Conseil de la Communication, puis le Parlement, le gouvernement dans son ensemble ainsi que le procureur Dongozi, lui aussi devrait prendre les mesures prévues par la loi. Concernant les personnes qui ont installé les équipements de diffusion de Rondela FM dans une région frontalière avec le Rwanda afin de le perturber, le journaliste Albert Rudasimbugwa, fondateur de la radio Contact FM Rwanda, estime qu'une telle initiative est vouée à l'échec. Il souligne que le Rwanda a franchi une étape importante en matière de réconciliation nationale et de développement, ce qui rend ce type de démarche sans effet. ubu ngubu twebwe nyuma ya jenoside mu Rwanda turi abanyarwanda ikibazo n'abatutsi ni ku bantu basigajwe inyuma n'amateka. Au Rwanda, 30 ans après le génocide, les citoyens se considèrent avant tout comme des Rwandais. Les divisions entre Hutus et Tutsis appartiennent au passé et les priorités de la jeunesse sont désormais tournées vers le développement du pays. Personne n'est interrogé sur son appartenance ethnique pour obtenir de l'emploi. Toutefois, les conséquences du génocide continueront à exiger du temps avant de disparaître complètement. Si des responsables burundais ont implanté une radio près de la frontière rwandaise afin que ces émissions soient également captées au Rwanda, cette initiative n'aura pas d'effet escompté. La société rwandaise a évolué et ce genre de discours n'y trouvera pas d'écho. Si cette radio a été créée dans le but de déstabiliser le Rwanda, à l'image des menaces qui représentent le FDLR, cette stratégie pourra finalement se tourner contre les auteurs. Nk'uko FDL ari ikibazo ni radio niba ari cyo bayikoreye nabyo ni ikibazo kandi bishobora kuzabagiraho ingaruka. Je vous le disais en titre, le Burundi expérimente déjà la légalisation du vol organisé sous couvert d'augmenter les recettes de l'État. Le secrétaire général du CNDD-FDD, Révérien Ndikuriyo, avec ses proches à la tête de la loterie nationale, a ouvert grand la porte à un consortium privé composé de Nsoft et BN Partners. Officiellement, ces sociétés de jeux d'argent devaient gonfler les caisses publiques via d'importantes redevances, mais en réalité, l'essentiel de l'argent prend le chemin des actionnaires privés, tandis que le ministère du Commerce et celui des Finances se murent dans un silence complice. C'est un dossier de nos collègues Bob Rugulika et Walter Kuizer. Selon plusieurs sources concordantes, les décisions prises depuis octobre 2023 auraient profondément modifié l'organisation du secteur de jeux d'argent avec pour conséquence une concentration sans précédent de son contrôle entre les mains d'acteurs proches du pouvoir. D'après nos informations, le secrétaire général du parti CNDD-FDD, Révérien Ndikuriyo, aurait été informé par Chris Sebarinda, alors membre du conseil d'administration de l'une des sociétés de paris sportifs opérant sous la marque 1xBet, du potentiel particulier lucratif du secteur de jeux d'argent. Peu après, en octobre 2023, les autorités ont suspendu les activités de nombreux opérateurs, une décision frauduleuse officiellement présentée comme une mesure d'assainissement du secteur. Selon nos sources, cette restructuration aurait ouvert la voie au rachat de la société Lydia Ludique par des intérêts liés au secrétaire général du parti au pouvoir, lui permettant de disposer d'une position de monopole dominante dans l'exploitation des salles de jeu à travers le pays. Nos informations indiquent également que des proches collaborateurs de Révérien Ndikuriyo auraient ensuite été placés à des postes stratégiques. Fabrice Niragira à la tête de la loterie nationale du Burundi, Lona, et Chris Sebarinda à la direction du Consortium, Nsoft et BN Partners, chargés de la gestion et du contrôle du secteur des jeux d'argent. Des sources ayant requis l'anonymat au ministère du Commerce affirment que cette configuration créerait un conflit d'intérêts majeur. Elles soutiennent notamment que les activités
l'activité de la société exploitant des salles de jeu liées au secrétaire général du parti ne ferait pas l'objet des mêmes contrôles que les autres opérateurs. Cette même source avance que cette situation entraînera un manque à gagner estimé à près de 2 milliards de francs burundais par mois pour le trésor public, ce qui revient à plus de 20 milliards par an. Parallèlement, le Corsium dirigé par Christise Balinda aurait assuré aux autorités que la nouvelle organisation permettrait une augmentation substantielle des recettes publiquement issues de jeux d'argent. Selon les chiffres obtenus par notre rédaction, les recettes mensuelles du secteur seraient effectivement passées de quelques dizaines de millions à environ 4 milliards de francs burundais. Cependant, une source au ministère du Commerce affirme que le Corsium percevrait environ 40% des redevances générées par le secteur au profit de ses actionnaires privés. Une proportion que cette source qualifie d'exorbitante au regard des intérêts financiers de l'État très maigres. Cette situation soulève des interrogations sur la répartition réelle des revenus du secteur et sur les mécanismes de contrôle mis en place pour garantir la protection des finances publiques. Alors que ces allégations suscitent des interrogations sur la gouvernance du secteur, les ministères chargés de sa tutelle n'ont pas apporté d'explications publiques. Depuis une semaine, notre rédaction tente d'obtenir la réaction du ministre des Finances, Alain Dikoumana. Après nous avoir demandé de lui transmettre nos questions par message, il n'a pas donné une réponse suite à notre sollicitation. De son côté, le ministre du Commerce, Kiveya, s'est limité à répondre à nos salutations sans répondre à nos questions sur le fond du dossier. Le directeur général de la Loterie nationale du Burundi, Fabrice Niragira, n'a pas réagi à nos sollicitations. Le secrétaire général du CNDD-FDD, Révérien Dikurio, n'a pas non plus répondu à nos questions concernant les allégations portant sur son rôle, présumé dans la restriction du secteur et les avantages qu'il en tirerait frauduleusement. Nous n'avons pas réussi à joindre Christise Balinda, directeur du Corsium Ensoft et Bien Partners, afin de recueillir sa version des faits, mais tout laisse à croire que les acteurs impliqués dans cette prédation financière agissent en toute impunité et sans aucun sens de recevabilité envers l'État et le peuple burundais. Économie toujours, les incendies qui ravagent les marchés au Burundi depuis 2013 relèvent de la négligence des institutions de l'État. Ce sont du moins les propos de Gabriel Ruftili, président de l'Olicom, qui demande à ce que toutes les personnes habilitées fassent tout le nécessaire pour que les biens des Burundais soient protégés au lieu de toujours fuir leurs responsabilités. Suivez Gabriel Ruftili, il est le président de l'Olicom. L'Olicom s'étonne toujours de l'inaction des autorités publiques, dissommées à la base, et même ceux qui osent refaire le faux négligemment. Aucune réaction en action visible de la part du gouvernement, du Parlement ou de la justice, ni des enquêtes indépendantes et crédibles qui mettent à lumière les causes de ces incendies surviennent la plupart des fois pendant la nuit ou à l'aube. Ce qui cause des soupçons à la population que ces incendies seraient d'origine criminelle pour des effets non encore identifiés. Malgré ce silence de la part des autorités, la situation ne cesse de s'alourdir. Par conséquent, l'État a perdu des revenus émanant des impôts et taxes. Les capitaux des commerçants se sont transformés en cendres et les banques demeurent dans les difficultés financières faute de paiement des créances émanant des victimes de ces incendies. Rappelons que le rôle du gouvernement dans la protection des personnes et de leurs biens est irremplaçable. Aucune mesure efficace n'a été prise jusqu'à l'heure actuelle pour protéger d'autres marchés, d'autant plus que l'incendie des marchés est devenu une catastrophe dans tout le pays. L'Olicom s'inquiète toujours de l'absence des enquêtes indépendantes et crédibles qui mettraient à lumière les causes de ces incendies et ses auteurs afin qu'ils soient traduits en justice.
Parlons à présent gouvernance, où la nouvelle loi portant organisation et fonctionnement des communes au Burundi accorde aux administrateurs communaux des prérogatives élargies dans la gestion des finances locales, notamment en matière d'ordonnée des recettes et des dépenses. Une évolution qui ne manque pas de susciter des interrogations au sein de l'opinion, qui redoute que cette concentration des pouvoirs financiers entre les mains des administrateurs communaux n'ouvre la voie à une mauvaise gestion des ressources publiques, des préoccupations qui reposent notamment sur le fait que le conseil communal n'intervient qu'à posteriori pour examiner l'utilisation des fonds communaux. Le point avec David-Claude Mbananaï. Dans la nouvelle loi régissant les communes adoptée dans le cadre de la nouvelle organisation administrative des provinces, communes et zones, les prérogatives de l'administrateur communal ainsi que les responsabilités des services communaux sont clairement définies. L'article 17 de cette loi précise notamment les attributions de l'administrateur. L'alinéa 3 de cet article stipule que l'administrateur est responsable de l'administration de la commune ainsi que de la gestion des ressources financières. L'alinéa 7 précise quant à lui que l'administrateur élabore les prévisions relatives à l'utilisation des fonds communaux, lesquelles sont ensuite soumises au conseil communal pour examen et approbation. En pratique, l'administrateur est l'ordonnateur des recettes et des dépenses de la commune. Il décide donc de l'exécution des dépenses et de la perception des recettes, alors que le conseil communal ne siège pas de façon permanente pour autoriser chaque opération financière au quotidien. Le rôle du conseil communal consiste davantage à contrôler a posteriori la gestion des fonds lors de ces sessions ordinaires ou extraordinaires. Même si le conseil communal approuve les plans de développement de la commune, il n'intervient pas directement dans chaque décaissement effectué sur les comptes communaux. Cette responsabilité relève de l'administrateur. Si les conseillers communaux constatent que des dépenses ont été engagées en dehors des prévisions budgétaires approuvées, ils peuvent alors saisir les autorités de tutelle afin que les mesures appropriées soient prises. Alors que de nombreuses interrogations persistent concernant l'utilisation par l'administrateur de la commune, Tonahangwa, Alexis Avzalimana, de montants qui ont largement dépassé ceux prévus par le conseil communal, les alinéas 3 et 7 de l'article 17 de la loi sur les communes montrent que l'administrateur dispose effectivement du pouvoir d'ordonner les recettes et les dépenses de la commune. Cette concentration des prérogatives financières alimente toutefois les inquiétudes de certains observateurs qui craignent qu'un administrateur puisse faire un usage abusif des ressources communales avant que le conseil communal ne puisse exercer son contrôle. Des enseignants de la commune de Ruyigi en province de Bourumouza se voient imposer des cotisations, dont celles destinées à l'accueil des dirigeants du parti CNDD-FDD dans cette commune, sans qu'aucune explication ne leur soit fournie, ce que fustige le président de la Fédération nationale des syndicats du secteur de l'enseignement et de l'éducation au Burundi, FENASEB en sigle, qui estime que lorsque des cotisations sont perçues sans justification, il s'agit purement et simplement d'un détournement. Suivez plutôt Antoine Manouma, président de la FENASEB. Dans la commune de Ruyigi, dans la province de Bourumouza, des contributions incessantes et non justifiées sont en train d'être imposées au personnel du secteur de l'éducation. Une partie est attribuée à l'accueil du représentant communal du parti au pouvoir qui prévoit des visites sur toutes les collines de la commune. Ici, la contribution varie entre 5 000 et 80 000. Une autre partie des contributions concerne la province. Seul le gouvernement est autorisé à collecter des contributions dans les moments particuliers. Lorsque les gens s'arrogent le droit de percevoir des cotisations forcées, on avait l'escroquerie et la recherche du bien-être sans effort préalable. Même si l'on est membre d'une organisation, on verse une cotisation concertée. Antoine Manouma évoque également les difficultés auxquelles sont confrontés les enseignants bénévoles de la commune Mugere en province Bujumbura. Il indique que la dernière prime qui leur était destinée leur a été versée à la fin du deuxième trimestre de l'année scolaire, alors que les élèves continuent de payer les contributions irrelatives, d'où il appelle les responsables du secteur de l'enseignement et de l'éducation à défendre leurs droits. Suivons encore une fois Antoine Manouma, président de la Fédération nationale des syndicats du secteur de l'enseignement et de l'éducation au Burundi, FENASEB en sigle. Dans la commune de Mugere, de la province Bujumbura, les enseignants bénévoles font face à une grave irrégularité de la prime qui leur est octroyée. La dernière tranche leur a été attribuée à la fin du deuxième trimestre. Pourtant, chaque élève, depuis le premier maternel jusqu'en 6e année, doit payer 1 500 francs
Alors qu'au 4e cycle de l'école fondamentale, le montant exigé est de 3500 francs par élève pour le paiement de la prime aux bénévoles. Les fonds collectés sont soit gérés par les chefs d'établissement dans leur intérêt ou détournés avant de les déposer sur le compte du département communal de l'éducation de la commune Muguet. D'où le retard du décaissement à destination des bénéficiaires. La conséquence est l'accroissement du mécontentement des enseignants bénévoles et du découragement au moment où ils ne perçoivent pas de salaire. Dans la commune de Gitega, des cas pareils sont signalés. Au sein de la Fédération nationale des syndicats du secteur de l'enseignement et de l'éducation du Burundi, FENASED, nous demandons que cesse tout acte de nature à bafouer la dignité des personnels du secteur de l'éducation, que la législation et la réglementation soient respectées. Au personnel du secteur de l'éducation, nous demandons d'unir leurs forces dans leur diversité et de chercher des informations suffisantes sur les lois et règlements qui les régissent pour pouvoir défendre efficacement leur dignité. Parlons à présent de la faible connexion Internet qui continue à causer des problèmes chez les citoyens de différentes localités. Les abonnés de la société Lumitel en commune Nahangwa de la province de Bujumbura font savoir qu'ils ne peuvent pas bien communiquer, que ce soit sur WhatsApp ou sur appel direct. Ils demandent ainsi aux autorités compétentes de remédier à cette situation. Le point avec Emmanuel Niyongeko. Ce sont des chroniques des abonnés de la société Lumitel en commune Nahangwa, province de Bujumbura, qui expliquent qu'ils ne peuvent pas bien communiquer via le réseau WhatsApp, alors que les tarifs journaliers et mensuels ont été revus à la hausse. La connexion WhatsApp ne marche pas, les messages audio passent en moins 5 minutes en tête de tourner, alors qu'on a majoré le tarif des mégabytes. Auparavant, on achetait un forfait de 600 francs, aujourd'hui c'est 900 par jour et la consommation mensuelle revient à 27 000 francs. Mais voilà que les messages ne sont pas envoyés. On peut envoyer un message par exemple à 6h30 minutes et arrive au destinataire à 8h30. Donc, c'est une perte pour le montant activé pour les mégas, mais aussi une perte de communication. La situation est identique quand ils veulent effectuer des appels directs. Ils précisent qu'ils achètent des unités, mais qu'ils n'arrivent pas à converser avec leurs amis. Pour la téléphonie locale, là, on n'en parle pas. On peut chercher quelqu'un sans toutefois y parvenir. Et si on réussit à le joindre, il dit chaque fois qu'il ne t'entend pas à cause de cette perturbation de la connexion. Nous voyons que nous sommes en train d'être volés. Ce citoyen de la commune Nahangwa, abonné de la compagnie de télécommunications Lumitel, demande aux autorités compétentes de remédier à cette situation, arguant qu'il travaille à perte. À ce sujet, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Samuel Mohizi, directeur général de l'agence de régulation et de contrôle des télécommunications ARCT en sigle, pour recueillir sa version. Et voilà mes fidèles de la RPA, c'est sur ce reportage de mon confrère Emmanuel Niyongeko que prend fin le journal en français de ce mardi 14 juillet 2026. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Mozaneta. Bonne soirée chez vous. Au revoir.